Hey, bonjour tout le monde, ici Adrien. Ça me fait plaisir pour vous retrouver pour l'émission numéro 7, l'émission l'entre-deux. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr des nouvelles du Bitcoin. Ça bouge beaucoup. On va couvrir la période, je vous dirais, fin mai, début juin. OK? Depuis mi-mai, aller jusqu'à, on est quoi présentement? On est on est le 25 mai. Le Bitcoin est autour de 68, 69, 70, ça joue dans ces eaux-là. Ça bouge beaucoup. Mais je tenais à vous partager certaines nouvelles que je considère pertinentes. On va parler de Samurai Wallet, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Wasawi Wallet, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vais vous parler un peu, c'est quoi un custodial mixer et un petit mot sur le wallet Exodus. Et aussi, je regarde mes notes, qui achète du Bitcoin présentement? OK? Vous serez surpris, d'accord? Parce que maintenant, c'est rendu mainstream, c'est rendu les grosses corporations, surtout avec les ETF Bitcoin. On vient même d'annoncer qu'on annonce l'ETF Ethereum qui a été accepté aussi. D'accord? Et puis aussi, je tenais à vous faire une petite explication économique sur qu'est-ce que c'est une banque centrale et comment les banques centrales fonctionnent. Et c'est très relié au système fractionnaire, notre système bancaire. Et vous allez être surpris, peut-être même choqué, d'apprendre certaines choses, comment que nos banques centrales, nos gouvernements gèrent l'argent, d'accord? Et puis, bien sûr, il va nous rester le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est les CBDC. CBDC pour Central Bank Digital Currency, ou une monnaie de banque centrale digitale, si vous aimez mieux. Juste vous expliquer, c'est quelque chose que dans les mois, les années à venir, vous allez en entendre parler parce que c'est le nouveau système monétaire qu'ils veulent mettre en place. Mais c'est pas joué. C'est pas joué parce qu'il y a beaucoup de résistance dans le milieu autant bancaire que dans le milieu international et dans le milieu politique face à cette nouvelle monnaie qu'on veut nous mettre en place. On se revoit tantôt. À plus. OK, de retour. Alors, c'est l'heure des nouvelles Bitcoin. Tantôt dans l'introduction, je vous ai parlé un peu de Samurai Wallet. Samurai Wallet était un wallet décentralisé. Quand on dit décentralisé, ça veut dire que c'est pas comme un exchanger comme Binance ou comme BitBoy ou comme Kraken qui est relié au système bancaire. D'accord? Ce qui est arrivé, c'est que des procureurs affirment que Samurai Wallet, avec les investigations du FBI, a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et a aidé à blanchir plus de 100 millions de dollars de fonds illicites, selon les autres, euh, peu importe des activités criminelles, sur les marchés du dark web, selon un acte d'accusation dévoilé mercredi devant le tribunal fédéral de Manhattan. D'accord? Cette nouvelle-là date déjà de quelques semaines, mais le point que je tenais à vous amener, c'est que présentement, il y a comme une guerre contre certains protocoles décentralisés. Mais aux États-Unis, au niveau du Sénat, là, ça se bat. Parce que vous devez comprendre que le plus gros marché au monde, soit les États-Unis, c'est là qu'on achète le plus de crypto avec l'Asie. Il se joue présentement une guerre de pouvoir entre ceux qui sont pro-crypto-monnaie et ceux qui sont contre, comme Gensler ou comme la sénateur Elizabeth Warren, OK, qui sont contre, donc qui essaient de mettre des lois pour, imaginez-vous qu'ils voulaient faire passer une loi pour rendre illégale la programmation de protocoles décentralisés
et qui permettait aux gens d'avoir leur portefeuille autonome. Donc, c'est une guerre carrément, entre autres, contre le Bitcoin. Mais tout ça dans le but d'enlever trop de pouvoir que les gouvernements considèrent qu'ils en ont. Mais d'une autre partie, il y a aussi une bonne partie du gouvernement américain au niveau du Sénat, et ça, il y a plusieurs sénateurs qui le disent, sont pro-crypto-monnaie. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a, il y a une tendance mondiale, il y a un train qui est en train de passer, et les États-Unis ne veulent pas rester en arrière parce qu'ils se rendent compte que c'est une tendance mondiale. Donc, si on met trop de bâtons dans les roues dans la crypto-monnaie, et surtout dans le Bitcoin, mais ce marché-là va aller ailleurs. Mais présentement, il est en train d'aller ailleurs, d'accord? C'est la même chose, surtout pour nos banques ici au Canada. C'est une des raisons pourquoi les gens sont très en retard, tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, et surtout au niveau de l'éducation du Bitcoin. C'est un peu ma mission, d'accord? Mais c'est pas un hasard, parce que le système bancaire a très peur de ce que les gens deviennent de plus en plus autonomes. OK? Donc, Samurai Wallet a été accusé de blanchir de l'argent avec des fonds illégaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas, mais ça montre une tendance. À cause de ça, son compétiteur, Wasabi Wallet, OK? C'est un wallet que j'avais pendant un bon bout de temps, mais je l'ai enlevé parce qu'il y avait une brèche de sécurité qui donnait accès à éventuellement faire hacker mes mots de passe. Donc, Wasabi Wallet, eux autres aussi, la compagnie CK Snacks, la société à l'origine du portefeuille Bitcoin Wasabi Wallet, qui renforce la confidentialité, a annoncé aussi qu'il sera interdit aux utilisateurs des États-Unis d'utiliser les produits de Wasabi Wallet. Donc, on voit déjà là, que les autorités commencent à mettre les bâtons dans les roues sur tous les wallets décentralisés. La décision est probablement été reliée, motivée par l'arrestation des fondateurs de Samurai Wallet, comme je vous l'ai déjà dit, plus tôt dans les semaines qui sont arrivées. Et CK Snacks, c'est le nom de la société, donc le développeur derrière Wasabi Wallet, un portefeuille Bitcoin open source, qui est conjoint, OK? Donc, le système conjoint, c'est une façon, juste pour vous expliquer, c'est que il y a une tendance de plus en plus des gens qui veulent plus d'anonymat. Donc, Wasabi Wallet, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que, exemple, il y avait 10, mettons, 20 clients qui utilisaient Wasabi Wallet puis envoyaient du Bitcoin. Alors, plutôt que dans le blockchain, le rendre chaque transaction va sur un portefeuille unique. Ils mettaient tout ça ensemble, OK? Et ils s'arrangeaient pour avoir le même nombre de dépôts. C'était une façon de brouiller les pistes, mais non pas dans le but de brouiller les pistes du gouvernement, c'était plus brouiller les pistes sur les hackers, parce que vous devez savoir que sur le blockchain, on voit toutes les transactions des bitcoins, puis il y a des gens qui ne font qu'un travail, voir quel portefeuille est en train de vraiment se garnir. Donc, Wasabi Wallet, c'est une bonne chose. C'était une façon de brouiller les pistes en envoyant les mêmes dépôts, OK, mais que ça se rendait à des adresses différentes, OK. Tout ça pour rendre le tout de plus en plus anonyme. Mais le point est que Wasabi Wallet aussi a dit, opéra, le FBI a descendu dans Samurai Wallet, peut-être que nous aussi, les États-Unis, on va se calmer, d'accord? C'était juste pour vous expliquer ce qui se passe un peu sur le marché, d'accord? Donc, les utilisateurs des États-Unis et des territoires associés n'ont désormais pas le droit au moyen d'un pare-feu IP de visiter les sites web, de télécharger l'application, d'utiliser Wasabi Wallet et tout produit et service associé, y compris les API, OK, et les interfaces RPC, selon l'annonce de la société qui s'est appuyée sur les annonces récentes des autorités américaines. D'accord? Donc, c'est important que vous le sachiez parce que c'est important que vous compreniez qu'est-ce qui est en train de se jouer au niveau des coulisses. D'accord? Il y a aussi une autre façon d'utiliser, d'essayer de rendre ça de plus en plus anonyme parce que c'est une demande que les clients des exchangers, que ce soit dans Binance ou ailleurs, qu'ils demandent. Ils veulent plus de confidentialité.
Il y a ce qu'on appelle les custodial mixers, OK? Custodial, ça veut dire la garde mixée, mélangée, si on peut dire, des comptes. Donc, c'est une technique, traditionnellement, il existe deux types de services de mélange, OK? Les mixeurs centralisés et les mixeurs donc, les mixeurs centralisés, excusez, les mixeurs centralisés sont des services de garde. Autrement dit, les services sont fournis par le dépositaire de la plateforme de mélange, de mixage. Ça peut être une société comme Binance, comme Kraken qui offre ces services-là. Ces services-là sont généralement fournis par le biais d'un site web. C'est ça que je vous disais. OK, en fin de compte, c'est ça. Donc, on mélange les comptes. Une question de brouiller les pistes pour rendre ça de plus en plus anonyme, pour pas que les hackers qui suivent la trace sur le blockchain de toutes les transactions, de tous les wallets, d'accord, permettent aux gens de dire, oh, ce compte-là, il y a beaucoup de Bitcoin, on va se concentrer sur celui-là. OK? Et j'ouvre une parenthèse sur un wallet que j'en parle beaucoup à mes amis, je suis en train de les aider aussi à setter leur compte, SafePal. SafePal utilise une technique quand vous déposez dans le compte Bitcoin du R-Wallet de SafePal, OK? Ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, SafePal va générer une quinzaine d'adresses différentes. Ça ne sera jamais la même adresse. Si vous commencez à utiliser le R-Wallet, vous allez vous rendre compte que vous avez l'adresse numéro 1, ça va jusqu'à une quinzaine. Et ensuite, on recommence. Pourquoi? C'est parce que ça veut donner l'impression que c'est des adresses différentes. Donc, c'est un peu dans le même but que les hackers, OK, les pirates informatiques disent, oh, OK, c'est juste un montant X sur telle adresse. Mais en fin de compte, ça s'en va tout au même wallet. OK? Donc, vous en rendez pas compte. OK? Mais SafePal utilise cette technique-là pour, en fin de compte, pour votre protection. D'accord? Donc, je tiens à dire aussi, ceux qui veulent ouvrir un portefeuille Bitcoin avec un bon wallet, OK, sécuritaire, je peux vous aider avec SafePal. Maintenant, une petite nouvelle sur un des wallets les plus connus sur le marché, qui est le wallet Exodus. OK? Exodus, c'est un wallet qui est très bien fait, très léché. Le design est super. La seule chose que je le trouvais un petit peu dispendieux, je ne suis pas le seul à le penser, mais quand même, c'est un wallet qui est facile à utiliser, tout ça, les gens l'aiment beaucoup. Ils ont une version téléphone, puis une version web, une version desktop, ordinateur, PC, Mac PC, je veux dire. Donc, écoutez, le wallet Exodus, avec 10 ans d'existence, de décentralisation déjà, parce que c'est un wallet décentralisé, OK? La société de portefeuille cryptographique Exodus Movement, ça c'est le nom de la compagnie, ne sera pas cotée au New York Stock Exchange américain. Finalement, ils étaient supposés se lancer en bourse, d'accord? Et ça, c'était pour vous montrer le succès de la compagnie. Finalement, ils ont dit, OK, on va arrêter ça là. OK, le marché frère de la bourse de New York, comme prévu. Donc, a annoncé que présentement, ils vont mettre ça sur la glace parce que c'est ça, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec les régulateurs américains et surtout, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer avec les élections américaines parce qu'on sait déjà, et Trump l'a déjà dit, il est plutôt ouvert aux crypto-monnaies. Et tandis que Biden et son équipe sont un peu contre. Donc, le marché marche sur des œufs présentement, sont en attente de ce qui va se passer. D'accord? Donc, je vous dirais que plus ça va aller, plus la planète va se rapprocher, va avoir les yeux rivés sur les élections américaines qui s'en viennent cet automne. D'accord? Alors, un autre volet sur les nouvelles Bitcoin que je tenais à vous partager, parce que ça bouge, la planète Bitcoin n'arrête pas de tourner. Et je tenais à vous faire ressortir, savoir qui achète du Bitcoin présentement. OK? Eh bien, savez-vous que BNP Paribas, qui est la deuxième plus grosse banque en Europe, est une banque qui achète du Bitcoin. OK? La banque française BNP Paribas a acheté pour 1030 parts de fonds, OK, ETF de BlackRock. OK? Donc, à travers les ETF de BlackRock Bitcoin, eh bien, BNP s'est pas gêné.
OK? Ils ont acheté ça sur le Bitcoin avec, ils ont acheté du iShare Bitcoin Trust, c'est le nom du ETF. Au cours du premier trimestre 2024, selon des documents transmis au 1er mai au régulateur américain Securities and Exchange Commission. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est intéressant, c'est que des sociétés cotées en bourse ou des grands magnats ou des grands millionnaires ou des grandes sociétés publiques, ils n'ont pas le choix dans leur relevé de montrer euh, qu'est-ce qu'ils ont acheté. OK? Et les compagnies commencent à sortir. OK? Et là, des grosses compagnies commencent à se rendre compte que, oh, père, je savais pas que lui achetait du Bitcoin et qu'achète. Peut-être je vais commencer à m'intéresser de plus en plus. Fait que le chat est en train de sortir du sac. On est en train d'apprendre que, oh, ben, OK, là, finalement, il y a des gens qui, ça fait longtemps qu'ils en achètent puis ils ne le disent pas. OK? Un autre, c'est la société de Edmond de Rothschild. Eh oui, Rothschild lui-même. OK? L'inventeur, en tout cas, je pourrais en parler toute la journée des Rothschild. OK? Qui a joué un rôle central dans les banques centrales. Oui, c'est le mot de le dire. Alors, l'adoption est stratégique du Bitcoin, OK? C'est un riche, puis pas plus fou qu'un autre, il se rend compte de la valeur du Bitcoin. Eh bien, la société de Edmond de Rothschild, qui est en Suisse, a choisi de diversifier ses investissements dans l'acquisition des actions de société iShare Bitcoin Trust. Donc, en fin de compte, euh, ils achètent des parts de la compagnie qui émet des ETF. Donc, iShare Bitcoin Trust et aussi des parts dans Grayscale Bitcoin Trust. OK? Grayscale Bitcoin, c'est un des plus gros portefeuilles présentement dans le monde à posséder des bitcoins, qui a été obligé d'en vendre une bonne partie aussi. OK? Et aussi, il achète ça de BlackRock pour un montant total de 4,2 millions de dollars. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. C'est pas tellement le montant, mais c'est juste vous montrer que ces gens-là aussi ne sont pas plus fous qu'un autre. Ils suivent les tendances, ils suivent les nouvelles, ils suivent les podcasts. Ils se rendent compte qu'il faut qu'on doit se diversifier. D'accord? Et aussi, un autre, OK, et pas le moindre, c'est Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, la plus grosse banque, la banque la plus puissante au monde. Eh bien, Jamie Dimon, lui, c'est un drôle de phénomène dans le sens que faut le prendre un petit peu à part. Et donc, lui, il dit tout le temps, faites ce que je dis et non pas c'est ce que je fais. D'accord? Il met le FOD, OK? Il met le doute, OK? Mais il dit une chose, mais il fait le contraire, OK? Mais c'est une très vieille technique pour manipuler le marché. Eh bien, Jimmy Dimon, dans un témoignage dernièrement, lui qui a toujours trashé le Bitcoin, disant que c'est un scam, c'est un Ponzi, ça va nulle part, il y a quelques années, eh bien, personnellement, ce qu'il a dit, je n'achèterai jamais du Bitcoin. Et je pense que c'est un risque si vous êtes un acheteur. Quand les gouvernements examinent tout ça, pourquoi est-ce qu'ils vont-ils tolérer tout ça? C'est ce qu'il a déjà dit. Diamond a également réitéré ses critiques selon lesquelles de nombreuses utilisations pratiques de la crypto-monnaie étaient des activités illégales comme la fraude et le terrorisme. C'est ce qu'il a déjà dit. OK? Eh bien, Jamie Dimon, dernièrement, le PDG du géant bancaire de la banque JP Morgan, a déclaré qu'il défendrait votre droit d'acheter du Bitcoin. Oh, OK, il vient de changer le ton. Même s'il n'en achète jamais lui-même, je défends votre droit de fumer une cigarette, comme il dit. Je défendrai votre droit aussi d'acheter du Bitcoin, a-t-il déclaré selon un rapport de Reuters, citant une apparition vidéo au sommet des affaires de l'Australien Financial Review. N'achetez jamais du Bitcoin. Et je pense que c'est un risque si vous en achetez. Quand le gouvernement examine tout cela, pourquoi est-ce qu'il l'accepte? D'accord? Eh bien, Jimmy Dimon utilise la technique du FUD, F-U-D. Ça veut dire Fear, Uncertainty and Doubt. En français, ça veut dire la technique de peur, incertitude et doute. Ça veut dire qu'il dit, moi je dis tel truc, mais je fais un autre. OK? Pourquoi? C'est une façon de manipuler le marché. En d'autres mots, Jimmy Dimon, OK, et sa banque, il en achète du Bitcoin. D'accord? Donc, il faut toujours voir ce qu'ils font et non pas ce qu'ils disent au niveau de ces grands
grandes institutions. D'accord? Donc, c'est les nouvelles que je voulais vous amener sur le Bitcoin. Et on se revoit sur la petite rubrique très intéressante, économie et le système de banque centrale. À tantôt! Hey, bonjour tout le monde. Donc, de nouveau dans la rubrique économie. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de banque centrale et de système fractionnaire. Qu'est-ce que c'est? OK, ça porte un drôle de nom, mais vous allez voir, c'est très simple. OK? Voici une citation de la Boston Federal Reserve, donc la banque centrale de Boston. OK? Voici ce qu'ils disent. Quand vous et moi, on émet un chèque, il doit y avoir des fonds dans le compte de banque pour couvrir ce chèque. Mais quand la Fed émet un chèque, il n'y a pas de banque pour couvrir ce chèque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de banque. La Fed crée cet argent à partir de rien. C'est-à-dire que la Fed, c'est le dernier ressort. Il n'y en a pas d'autres banques après elle. Donc, c'est la banque centrale. Donc, si elle émet un chèque, avec quel argent qu'elle l'émet? Il n'y en a pas d'argent. Elle crée l'argent. Et elle le crée à partir de rien. Mais si moi et vous, on fait un chèque, il n'y a pas de fonds, OK, on peut même aller en prison. C'est illégal. Mais la Fed, c'est une autre histoire. Mais ça ne s'arrête pas là. OK? Je vais vous parler un peu du Ponzi parfait. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Ponzi, quand on dit Ponzi, un système frauduleux. D'accord? Alors, le Ponzi parfait, c'est la trésorerie, les banques privées et les banques centrales. Dans ce cas-ci, c'est la Réserve fédérale américaine, ce qu'on appelle la Fed, mais vous pouvez l'appliquer pour la Banque du Canada. Vous pouvez l'appliquer aussi pour la Banque centrale européenne. OK? Donc, première chose, la Banque centrale s'assure qu'il y a toujours de la liquidité dans le marché, car pas de liquidité qui circule, eh bien, le marché s'écroule. D'accord? Pour ce faire, il utilise les deux seuls outils qu'elle possède, OK? Soit la baisse des taux, OK? Donc, quand on baisse les taux, ça a tendance à créer de l'inflation, OK? Parce que ça fait plus de liquidité qui rentre sur le marché, la perte de valeur de l'argent ou l'assouplissement quantitatif, mais c'est une autre façon aussi d'émettre beaucoup de liquidité. D'accord? Donc, voici un scénario, ce que je vais vous expliquer là, qui peut s'appliquer à n'importe quel pays en général, parce que tous les pays, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, tous les banques centrales fonctionnent de la même façon. OK? On va prendre les États-Unis, par exemple. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est le plus gros marché et c'est un peu ce que les États-Unis font, tout le monde, tous nos pays, nos gouvernements le font aussi. OK? Alors, voici un exemple classique. C'est le temps des élections et c'est le temps des grandes promesses électorales. D'accord? C'est un scénario que sûrement vous connaissez à chaque 4 ans, à chaque 5 ans. OK? Donc, vous allez voir le premier ministre, le président va dire votez pour moi et je vais faire un nouveau pont, je vais faire des autoroutes, je vais encourager les business, je vais encourager les développements économiques. OK? Bla, bla, bla. Ça, on connaît tout ça. OK? Alors, une fois qu'il a fait ses promesses, ben, notre premier ministre, notre président, il va aller dans son caucus d'économique. Alors, il va avoir une consultation. Il dit, ben, écoutez, j'ai fait beaucoup de promesses. Donc, je vais avoir besoin de beaucoup de liquidités. OK? Et puis, là, le trésorier va dire, oui, mais cet argent-là, on n'a pas. OK? On n'a pas cet argent-là. D'accord? Donc, nos premiers ministres, nos présidents font des promesses avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Et ils le savent, ça. OK? Donc, ils disent, c'est pas grave, on va faire comme la dernière élection, on va créer une dépense déficitaire. OK? Ça veut dire qu'on va emprunter, ce qu'on appelle du deficit spending en anglais. OK? Donc, tous nos politiciens font ça. OK? Ils font des promesses et ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. D'accord? Ils empruntent. OK? On va dépenser et emprunter cet argent qu'on n'a pas. Mais c'est pas grave. Fait que là, le système se met en place. D'accord?
Alors, le président de la Trésorerie dit, ben, euh, OK, je vais devoir aller voir la Trésorerie pour que je puisse tenir mes promesses. Je ne peux pas reculer. Moi, j'ai dit des trucs et il faut que ça roule. OK? Donc, alors, la Trésorerie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais pour aller se financer, étant donné qu'il y a une promesse électorale et tout ça, puis le gouvernement veut mettre ça en place, il doit émettre des bons du Trésor. La Trésorerie ne font que ça, émettre des certificats. OK? Des certificats, c'est des promesses. Des bons du Trésor, ça veut dire que passe-nous 100 millions, passe-nous 500 millions ou un milliard ou 10 milliards, et nous, on va te rembourser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avec les intérêts. OK? Des intérêts, ces temps-ci, sont ridicules, 1 ou 2%. OK? Donc, c'est des promesses qu'on va payer dans 10 ans avec les intérêts. OK? C'est tout ce que la trésorerie fait. Ils émettent des IOU. Je vous ai déjà expliqué des IOU. C'est-à-dire, I owe you something. Je te dois. C'est tout simplement des promesses. C'est un bout de papier. OK? Donc, les trésoreries, dans la trésorerie, là, ils vont dire, oh, je dois absolument émettre des IOU, des promesses sur ces bons. OK? Euh, J'en ai besoin au moins pour 1 trillion. 1 trillion, c'est 1000 milliards. OK? Pourquoi on parle des États-Unis ici? Exemple, parce que il y a la guerre en Ukraine, il y a Zelensky qui arrête pas de me demander de l'argent, il y a la frontière, il y a le budget de la sécurité, le budget pour le complexe militaro-industriel, et ainsi de suite. Juste pour vous dire, en passant, l'Amérique, les États-Unis s'endettent d'1 trillion, 1000 milliards à chaque 90 jours. OK? Présentement, c'est ça. Ils foncent dans le mur, carrément. Donc, mais ces bons du Trésor, il faut les payer, il faut les rembourser. Ces dettes-là, il faut les payer, OK? Avec les intérêts. Donc, ces bons du Trésor sont tout simplement des dettes que vous, moi, nos enfants et les générations futures allons devoir rembourser dans les années à venir. Et ça, les gouvernements, ils le savent, ça. OK? Mais ils disent, mais que ça arrive, moi, je ne serai pas là, je vais me la couler douce dans ma villa, je vais être ailleurs. OK? Ils s'en foutent, on peut dire. OK? Donc, c'est quelque part, on prend la prospérité du futur pour la dépenser aujourd'hui. Comprenez? Une dette, c'est on prend l'argent qui était supposé être disponible dans le futur pour la dépenser aujourd'hui. OK? C'est très important que vous compreniez ça. Ensuite, la trésorerie va aller sur le marché des bons du trésor. OK? Évidemment, elle doit vendre ses bons du trésor parce que tu as beau avoir des cartons, mais ça prend des gens qui vont te les acheter, OK? Pour que tu puisses avoir de la liquidité, pour faire tes ponts puis faire tes promesses. OK? Donc, la trésorerie va aller sur le marché, on appelle ça le marché du bon du trésor. OK? Et là, il va y avoir des banques privées, OK? Qui vont acheter ces bons du trésor. D'accord? C'est leur job, OK? Ils connaissent ce marché-là. Pourquoi ils achètent ces bons du trésor? Parce qu'ils savent que c'est des gouvernements, et surtout les États-Unis, et ils savent qu'ils vont être payés pour ça, OK? Donc, ils savent que c'est quand même, présentement, c'est un système sécure, OK? Donc, les pays comme les États-Unis n'ont pas de difficulté à avoir de la liquidité. Mais si c'est l'Argentine qui vend des bons du trésor, c'est une autre histoire. Il va avoir peut-être un peu plus de difficultés à vendre ces bons du trésor. Pourquoi? Parce que le contexte économique en Argentine est très difficile et c'est comme n'importe quoi. Les gens, avant de passer des millions, ils disent, ouf, je vais y penser à 2 fois. Oh, mais là, c'est les États-Unis, il n'y a pas de problème. C'est les yeux fermés, OK? De toute façon, eux autres, ils vont me payer, ça c'est certain, OK? Et vous allez voir pourquoi, OK? Donc, c'est bon du trésor. La trésorerie, c'est ça. Les banques privées vont acheter ces bons du trésor quand ils savent qu'ils vont pouvoir les encaisser avec les intérêts, comme je viens de vous le dire. Et voici ce qui est fou et voici ce qui est délirant, OK? OK, c'est pas un film de science-fiction que je vous dis, c'est la réalité. Depuis 1971, avec Richard Nixon, OK? Ces mêmes banques privées, ces investisseurs privés qui ont acheté ces bons du trésor, OK, avec les intérêts, vont se pointer chez la Fed, la Réserve fédérale américaine,
pour vendre ces bons du trésor. OK? Ils vont dire, exemple, moi je suis une banque privée du Qatar, j'arrive là, je dis, écoute, j'ai pour 500 millions, je te les vends. OK? Pour vendre ces bons du trésor, OK, qui viennent de, qui viennent d'acheter. Et la Fed, à son tour, va acheter ces bons du trésor. OK? Avec quel argent que la Fed va acheter ces bons du trésor? OK? Il va leur donner un chèque. La Fed va donner un chèque au Qatar qui vient d'acheter pour, je sais pas moi, un demi-milliard ou 1 milliard, mettons. OK? Avec de l'argent qu'elle a créé à partir de rien. La Fed n'a pas cet argent-là. Mais il dit au Qatar, au fonds d'investissement souverain, il dit, tiens, voilà, tu peux l'encaisser. Et il va l'encaisser. OK? C'est de cette façon-là que la Fed est en train de créer de l'argent, OK, à partir de rien. OK? Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Ça continue. Ensuite, ces mêmes banques privées, OK, vont échanger ce chèque pour de la liquidité, pour ensuite acheter, OK, d'autres bons du trésor qui vont revendre à la Fed. C'est de la folie. OK? Donc, avec cet même argent-là, le Qatar dit, wow, ben, c'est bon. Si jamais il y a... Ah, tiens, ils vendent encore des bons du trésor, je vais en acheter d'autres. Il dit, de toute façon, demain matin, je vais aller les revendre à la Fed. OK? Et la Fed va les payer. OK? Donc, ça continue, ce game de fou-là. OK? À toutes les semaines. Donc, les banques centrales et les gros investisseurs, c'est des middlemen. OK? Ils agissent comme un intermédiaire. Ces banques achètent et revendent en empochant les intérêts. Hey, ils sont morts de rire. OK? Easy money. OK? C'est, c'est, c'est- ça, c'est un rig parfait. OK? Maintenant, vous allez me dire, attends un peu, Adrienne, là, ça marche pas, là. OK? Pourquoi que le Trésor des États-Unis ne vend pas directement ses fonds à la Fed, tout simplement, au lieu de passer par des banques privées et payer des intérêts? OK? Ah, bonne question. OK? Ben, ils ne peuvent pas les vendre, car la Fed est une institution privée. Et dans sa loi, elle n'achète qu'aux banques privées. En d'autres mots, la Fed ne peut acheter, OK, et ne peut faire de la business qu'avec des banques privées, pas avec les gouvernements. OK? C'est pour ça que je vous dis depuis le début, la Réserve fédérale américaine, OK, n'appartient pas au gouvernement, n'appartient pas aux gens. Et c'est comme ça qu'on crée de la liquidité, OK? Et c'est comme ça que ces banques privées, ces banques Rothschild, ces banques JP Morgan, ou peu importe, ils empochent des milliards et des milliards, OK? Parce que ils siègent aussi à la Réserve fédérale américaine. Voyons, OK? Entre amis, tu sais, gratte-moi le dos, je vais te gratter ton dos à mon tour. OK? Voilà la vraie fraude. OK? Les bankers, OK, se graissent la patte à chaque fois que le gouvernement doit faire un déficit pour stimuler l'économie. Et le pire dans tout ça, comme je vous disais depuis le début, on prend l'argent du futur pour la dépenser aujourd'hui. Tous ces intérêts-là, c'est vous, nos enfants, nos petits-enfants qui vont continuer à les payer dans ce système de fraude et d'esclavage. Tandis que les autres se sont gavés et ils continuent de le faire à partir d'un argent qui se fait à partir de rien. Je vous reviens sur un article très intéressant qui parle un peu de ça, d'accord? Juste avant de vous parler le mot de la fin, je vais vous revenir avec un article qui a un lien avec tout ça. OK, donc en parlant de ça, j'ai fouillé un peu et ça m'a mis la puce à l'oreille, Banque centrale et le Canada, parce que bon, moi je vis au Canada, je suis un Canadien. Donc je tenais à savoir comment tout ça s'est géré. Je suis tombé sur un article sur le Comer, C-O-M-E-R. Et c'est un article très intéressant
d'un site web français de France. C'est marqué des Canadiens se battent pour abroger la loi Pompidou locale. La loi Pompidou. Donc, ça dit en gros, ça s'adresse aux Français, dit les Français qui suivent les médias alternatifs connaissent bien la loi de janvier 1973 sur la Banque de France, plus connue sous le nom de la loi Pompidou-Giscard, ok? Entre autres par l'extrême droite, selon le site plus neutre que la Suisse. Cette loi interdit notamment à l'État de se financer directement auprès de la Banque de France à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du privé ou tout simplement nuls, comme c'était le cas auparavant. Tout simplement dire que la loi Pompidou ou la loi de Giscard, Pierre Joannavic en parle beaucoup, c'est que les Français, et oui les amis, même chose en France, en 73, ok, ils ont mis une loi comme disant qu'il fallait absolument passer par des banques privées. Ok, et c'est la même chose au Canada. Comme par hasard, Pierre Trudeau, le père, premier ministre à l'époque, avait aussi essayé de faire passer une loi, d'accord, pour forcer la trésorerie, les gouvernements à se faire financer par des banques privées, passer par ces hommes du milieu, le middleman. OK? Donc, et c'est quand même drôle, en 73, rappelez-vous, en 71, Nixon a enlevé le dollar du standard or. En 73, la France a ajusté sa loi. En 73, dans ces années 71, 72, Pierre Trudeau aussi. Il s'est passé beaucoup de choses à cette époque-là, parce que plus on fouille, plus les connecting the dots, les points, on commence à connecter les points, on dit, attends, 71, il y a eu Richard Nixon qui a enlevé le standard or. 73, la loi Pompidou. 71, 72, si je ne me trompe pas, Pierre Trudeau aussi a essayé de passer la loi. Donc, voyez-vous, notre système, ça fait longtemps qu'il se fait manipuler. D'accord? Mais ça, je pense que je vous apprends rien. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager, par contre, l'article sur l'organisme Comer, ok, qui veut dire Committee on Monetary and Economic Reform. Ok, donc comité sur les réformes économiques et monétaires. Ok, poursuite que l'avocat Galati, ok, a fait, puis toujours en cours. D'accord? Ici, je m'adresse plus à mes amis québécois et canadiens. Ok? Vous devez comprendre les enjeux de tout ça. C'est que la Banque centrale du Canada fut créée en 1935 et nationalisée en 1938, ok, 3 ans après, d'accord? Et contrairement à la Fed, à la Réserve fédérale américaine, qui a été fondée en 1913, ok, qui est une société privée, la Fed a toujours été privée, ok, la Banque centrale canadienne, elle ne l'était pas. L'un des mandats était de prêter de l'argent aux gouvernements provinciaux et fédéral à des taux zéro ou minimes. Mais oui, c'est ça le but. On ne veut pas se faire extorquer, on veut pas se faire écraser par les intérêts. Donc, les banques centrales qui appartiennent au gouvernement émettent des liquidités à des taux très, très bas. OK? Donc, les bénéfices étant réservés au peuple canadien. C'est ça le but. C'est une banque pour nous et pour les gens d'ici, OK? Via le Trésor, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, une autre mission importante de la Banque du Canada était de gérer la devise du pays. Bien sûr, de gérer le dollar canadien. Durant les 4 décennies, donc durant les 40 années après, qui ont suivi, ont été considérés comme l'âge d'or du Canada. Ça s'est développé, OK? La Banque a rempli parfaitement sa mission. Et puis, mais en 1974, le Canada rejoint, à la demande de la Banque des règlements internationaux, le groupe des 10, hein, vous voyez, des années 70, qui était chargé de garantir la stabilité financière mondiale. Au nom de la stabilité financière, on doit arrêter ça, là, OK? Passer de l'argent au gouvernement à des taux zéro, OK? Il faut évoluer selon les autres, OK? Donc, c'est toujours au nom de la vertu, OK? De garantir la stabilité financière mondiale. Depuis, les gouvernements canadiens empruntent donc, surprise, surprise, au privé. Eh ouais,
OK? Ce qui a engendré des déficits. Eh oui, pourquoi? Parce que là, au lieu de payer 0,5% d'intérêt sur 10 ans, là, tu vas payer 4-5%. Ouh, ça fait toute une différence. Demandez-vous pas pourquoi on est hyper endetté, entre autres. OK? Et on vit dans l'inflation par-dessus la tête. OK? Donc, depuis le gouvernement canadien emprunte au privé, ce qui a engendré des déficits et creusé la dette du pays. 12 ans plus tard, des Canadiens s'élèvent déjà contre cet acte d'injustice. OK? Avec comme figure de proue le célèbre avocat constitutionnaliste Rocco Galati. D'accord? Donc, cette commission-là, le Comer, multiplie les actions en justice afin de faire plier l'État canadien pour ce faire, le comité s'appuie sur la Constitution du Canada et les statuts de la Banque, soit des arguments techniques dont nous pouvons nous passer des détails. Bon, je vous fais part des technicalités, mais en fin de compte, cet avocat-là a été outré avec d'autres patriotes canadiens disant, écoutez, comment se fait-il que nos gouvernements, OK, forcent notre pays à emprunter au privé quand ils pourraient le faire comme au début, dans les années 30, avec cette belle progression, OK, du Canada. Même chose en France, ce qu'on appelle les années glorieuses, d'accord? Jusqu'à temps qu'il arrive la bête, jusqu'à temps qu'il arrive la bébête, OK? Le monstre de la Banque centrale force qui nous force à aller dans les emprunts privés. Et demandez-vous pourquoi? Posez-vous pas la question pourquoi. C'est tout simplement nos élus, nos premiers ministres sont sous pression du lobbying bancaire, surtout ici au Canada. C'est connu. D'accord? Mais ça, c'est un autre dossier. Tout ça, tout simplement, je voulais vous faire part du point que le système de banque centrale est une grosse mascarade, est une grosse fraude. Et ce qu'on vit aujourd'hui, va vivre dans les prochains mois, les prochaines années, c'est tout simplement l'effondrement de ce système-là, parce que tout simplement, nos sociétés sont hyper endettées, et il n'y a que soit une guerre, soit un reset économique. En parlant de reset, je vais vous expliquer un peu ce qu'ils sont en train de concocter. Du moins, ils essayent, avec le mot de la fin. À tantôt. OK, rebonjour tout le monde. Donc, nous voici au mois de la fin. Les CBDC, le Central Bank Digital Currency. Peut-être que ça a l'air un peu étrange comme mot, mais vous allez en entendre parler de plus en plus, que vous le vouliez ou pas. Parce qu'on s'en va vers ça. Ils veulent nous imposer le fameux dollar crypto-monnaie. D'accord? Et vous, dans votre tête, quand on dit crypto-monnaie, ah cool, ça va être comme le Bitcoin, hein, ça va être comme d'autres crypto-monnaies, on va pouvoir l'utiliser comme on veut. Pas tout à fait ça, OK? Parce que les CBDC, c'est ce qu'on appelle de la monnaie programmable, OK? Et ça veut dire qu'on peut la contrôler, ceux qui la programment, évidemment. C'est le but de la programmation. Exemple, c'est une monnaie qu'on peut lui mettre une date d'expiration. Hein? Une date d'expiration. Eh ouais. Si ça fait 60 jours que tu n'as pas dépensé dans ton compte de banque, tel montant va se disparaître. Donc, ça te force à le dépenser. Wow! Donc, je ne peux pas économiser là-dessus. Je ne peux pas accumuler de la richesse. C'est pas fait pour ça. OK? C'est fait pour faire rouler l'économie. C'est tout. OK? Ou peut-être, ils peuvent te traquer. Oui, ils peuvent vous traquer avec cette monnaie-là. D'accord? Donc, pourquoi? À cause du blockchain. On peut voir si tu dépenses trop de gaz. Adriane, tu as un VUS. On a vu que tu t'es acheté une VUS. Et c'est pas tellement bon, c'est pas tellement écologique. Donc, on va te mettre une pénalité. Tu peux pas dépenser jusqu'à telle distance. OK? Le reste du mois, il va falloir que tu prennes le vélo.
il n'y aura pas de gaz. Donc, tu vas te déplacer beaucoup moins. OK? Ou on a vu que tu es allé peut-être à un restaurant où sont pas cotés vegan, ou pas ci ou pas ça. OK? Donc, on va t'interdire d'aller dans ces restaurants-là. On peut le programmer. OK. Ou on a vu que tu as posté quelque chose sur Facebook qui n'est pas tellement bon pour M. Trudeau. M. Trudeau n'aime pas ça, ce que tu as mis là. Il dit, on va geler tes comptes. OK? Vous allez me dire, mais voyons donc, ça se peut pas. Ah oui, ça se peut. OK? Ils vont pouvoir faire ça avec le CBDC. Alors pourquoi je vous sors cet épouvantail? C'est tout simplement pour vous réveiller, vous dire, OK, watch out. OK? Donc, le projet de globalisation de l'économie à travers une fiat crypto blockchain, mais qui est centralisée et programmable. Ils adorent ça, eux autres, quand c'est centralisé. Plus c'est centralisé, plus qu'il y a du contrôle, évidemment. Exemple, ils vont mettre une date d'expiration à la monnaie, comme je vous l'ai déjà dit. On pourra tracer, visionner tout mouvement de transaction ou geler des fonds sur le simple fait de peser sur un bouton. Eh oui, car tout sera digitalisé et contrôlé. OK? Et là, c'est un problème. C'est un gros problème. C'est une atteinte à nos libertés grave, là. OK? Donc, on s'en va vers ça. D'où la raison, entre autres, qu'ils veulent éliminer le cash. Nos sociétés sont tellement endettées qu'elles n'ont pas le choix de resetter le système économique. D'accord? Ils n'ont pas le choix, on est rendu là. Ils ont essayé des guerres, ils ont essayé en Ukraine, c'est déjà perdu. Ils ont essayé avec Israël, plus ou moins. Ils essayent avec Taïwan, ils ne savent pas. Ils savent maintenant que les BRICS sont en train, d'une partie de la planète est en train de se séparer du système de l'Occident. OK? Il se rend compte que la guerre, qui est un des outils par excellence pour répartir le système, ça marche plus ou moins. Juste à vous informer sur l'historique lié à la Deuxième Guerre mondiale avec le traité de Bretton Woods, OK, qui a été instauré suite à des guerres et tout ça. OK? Voici un mémo du site web de la Banque du Canada pour mes amis canadiens et québécois. La Banque du Canada essaie de nous rassurer. Il n'y en a pas de problème. OK? Ce n'est que passager. La loi sur les mesures de guerre, ce n'est que passager. La taxe de la guerre dans les années 30, ce n'est que passager. OK? Il n'y a rien de plus constant que quelque chose de passager pour le gouvernement. Alors, qu'est-ce que c'est que le dollar canadien numérique, le CBDC? OK? En termes simples, ça vient vraiment de la Banque centrale du Canada. Je l'ai copié. En termes simples, le dollar canadien numérique serait l'équivalent numérique de l'argent. C'est tout simplement ça. Vous avez que vous avez dans votre portefeuille. Comme l'argent comptant, il servirait à acheter des choses. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez aussi l'utiliser pour faire des achats en ligne et pour transférer des fonds à des proches. Les entreprises pourront également s'en servir pour se payer entre elles. Mais attends, mais pourquoi qu'on a besoin de ça si c'est quelque chose qu'on fait déjà? OK? Cette nouvelle forme d'argent serait émise par nous, la Banque du Canada, et offrirait des avantages similaires à l'argent comptant. Donc, il dit, croyez pas à ces histoires d'épouvantail là, qu'on vous met dans les médias alternatifs et conspirationnistes. OK? C'est nous, la Banque du Canada. Ça va être la même chose que votre argent cash. Sûreté, ça va être accessible, accessibilité universelle et respect de la vie privée. OK? Donc, le dollar canadien numérique ne viendrait toutefois pas remplacer l'argent comptant. Notre responsabilité est de fournir à la population canadienne des billets de banque qu'elle peut utiliser en toute confiance. Faites-vous-en pas, ça va bien. Et nous allons honorer notre engagement et en émettre aussi longtemps qu'on le voudra. Tant qu'il faudra, on va pondre des billets à partir de rien. De toute façon, c'est ce qu'on fait déjà depuis 90 ans. C'est marqué sur le site. OK? Donc, pourquoi je prends ce ton-là? C'est parce que je trouve un peu le texte, ils nous prennent pour des cons. OK? Un peu infantilisant. OK? OK? Heureusement qu'il y a des gens un peu partout sur la planète qui sont en train de se réveiller. Et voici une statistique que je vais vous afficher. Je vais la mettre. D'accord? Présentement, aux États-Unis,
des États qui sont en train de travailler sur des lois pour carrément interdire les CBDC dans leur État. OK? Ils connaissent les enjeux. Il y a le Dakota du Sud qui sont en train de passer une loi qui dit que le CBDC n'est pas de l'argent. OK? Hawaï sont indécis. Le Nebraska est en train de travailler sur une loi pour dire que les CBDC, ce n'est pas de l'argent. L'Oklahoma est en train de travailler sur une loi. Même chose. Le Utah aussi. Le Wisconsin, présentement, il travaillait non seulement pour dire que ce n'est pas un argent, mais peut-être sur une loi pour bloquer le CBDC. OK? Le Tennessee, ils sont en train de passer une loi pour dire aussi que le CBDC, c'est pas de l'argent. Le Missouri, non seulement c'est pas de l'argent, mais ils veulent le bloquer. Le New Hampshire, ils veulent le bloquer. OK? Par contre, peut-être le New Hampshire sont un peu indécis. La Caroline du Sud, OK? Sont en train de travailler sur une loi pour dire que c'est pas le CBDC, c'est pas de l'argent. Le Alabama, ils ont passé une loi pour le bloquer carrément. Ils disent si vous nous amenez ça, ça passera pas. Vous ne passerez pas. OK? La Floride, eux autres, ça peut être compliqué. OK? La Floride, c'est un État euh, très libertarien. On dit non, niet. Ici, le CBDC, ça passe pas. OK? Le Indiana, ils ont déjà passé la loi pour dire aussi que les CBDC, ce n'est pas de l'argent. OK? Donc, ils ne pourront pas instaurer dans ces États-là. Donc, vous voyez, là, c'est très partagé. Présentement, un peu partout, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais lorsqu'on prend une décision, vous devez savoir quelles sont les implications. D'accord? Donc, nos chers mondialistes, nos chères banques centrales, quand je dis cher, vous savez ce que je veux dire, ils ne peuvent pas passer ça comme une lettre à la poste. D'accord? Donc, c'est important que vous le sachiez. Lorsque vous allez entendre de plus en plus sur les CBDC, vous devez comprendre qu'est-ce que ça implique. Maintenant, pourquoi je tenais à vous parler, c'est qu'il y a une crypto-monnaie, OK, qui est en dehors du système, qui est 100% décentralisée. OK? Là, vous allez me dire, bon, il va nous prêcher encore la même chose. Eh oui, j'ai encore cogné sur le clou, le Bitcoin. D'où l'importance vraiment de ce qui s'en vient. OK? Mais si pour vous, la vie privée n'est pas une importance, le contrôle, c'est pas un problème, fine. OK? Par contre, il y a beaucoup de gens qui écoutent mes podcasts, pour qui eux autres, c'est hyper important. D'accord? Donc, il est important de comprendre les enjeux du CBDC et je le répéterai jamais assez. Le Bitcoin et un wallet décentralisé, c'est le passeport pour la liberté présentement avec tout ce qui s'en vient et avec tout ce qui essaie de nous mettre en place. Voilà les amis, merci d'avoir écouté cette émission. On se revoit au prochain épisode. Ciao tout le monde!